Dimanche 28 juillet, jour d'élection au Mali, environ 7 millions d'électeurs sont aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Nous serons dans quelques instants avec notre envoyé spécial à Bamako, Sylvie Touré. Le retour de la BAD, la Banque africaine de développement à Abidjan, c'est pour bientôt. La commission communication de l'institution a séjourné cette semaine à Abidjan. Et puis, jeudi prochain, les élèves de l'école des forces armées de Zambakro de Yamsokro recevront leur baptême. Les préparatifs pour la réussite de l'événement vont bon train, nous le verrons dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour, bon dimanche et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Tout à l'heure, nous parlerons de la régulation en ce qui concerne les marchés publics. Pour le faire, nous recevrons la présidente de la commission administrative de conciliation des marchés publics, Madame Da Kouyaté Ursuline. Et nous le disions en titre, des experts de la BAD, la Banque africaine de développement, est en charge de la communication et de la gestion de changement, était en mission à Abidjan cette semaine. Ils sont venus nouer des contacts avec les institutions ivoiriennes et les organes de presse afin de mettre en œuvre une stratégie de communication pour faire du retour de la BAD à Abidjan un succès. Des détails avec Herman Niamia. Mission fructueuse selon le directeur des opérations pour le retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire en Côte d'Ivoire après 5 jours de présence en terre ivoirienne. La délégation conduite par Matondo Fondani dit être venue faire le point du processus pour le retour de la BAD à Abidjan aux autorités ivoiriennes. Cette mission portait principalement, je dirais, c'était une opportunité afin que la Banque africaine de développement puisse reprendre contact avec les institutions et les organes de presse de Côte d'Ivoire pour que nous puissions nous mettre à jour. 2000 agents quand elle délocalisée à Tunis, la BAD compte aujourd'hui 2000 et près de 90% de cet effectif ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Nous voulons que ce retour se fasse de façon harmonieuse pour que tous nos collègues qui ne connaissent pas Abidjan, qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui viendront pour la première fois avec leur famille en Côte d'Ivoire, puissent s'y retrouver et s'y intégrer avec l'assistance de l'ensemble de la population. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, selon Matondo Fondani, va créer de nombreux emplois et va donner un coup d'accélérateur au processus de développement du pays. Déjà, ajoute-t-il, le Conseil des gouverneurs a approuvé un projet pour l'extension de la centrale Cyprel pour un montant de 50 millions de dollars et aussi pour l'extension de la centrale d'Azito. Comment venir à bout de la toxicomanie qui gagne du terrain ici en Côte d'Ivoire? Le Lions Club Région 13 et la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire ont décidé de coordonner leurs actions. Ils mènent désormais une lutte commune en mettant l'accent sur la sensibilisation, surtout au niveau des jeunes. On reste avec Herman Niamia. La toxicomanie, le fléau devient inquiétant en Côte d'Ivoire. Chaque mois, ce sont entre 30 et 40 personnes qui arrivent à la Croix-Bleue de Williamsville pour recevoir des soins. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce mal. Il y a une période qu'on appelle l'adolescence, qui est donc une période située entre 11 et 17 ans à peu près, là où l'individu, de façon normale et naturelle, subit des pressions aussi bien physiques que psychiques. Et généralement, c'est cette adolescence-là qui est la grande porte d'entrée par les addictions. Les adultes, ça c'est vraiment au décours d'un événement douloureux, très pointu dans la vie, et ça peut arriver dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre relationnel. Comment prévenir les problèmes de santé mentale et de toxicomanie? Objectif de cette cérémonie de sensibilisation organisée par le Lions Club Région 13 en collaboration avec la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. À travers cette cérémonie, les initiateurs entendent interpeller la jeunesse, frange de la population la plus touchée sur les conséquences de la toxicomanie. Dans le mois d'août, la journée décrétée par le Lions Club comme la journée de la toxicomanie. Nous sommes donc venus témoigner de l'appartenance de cette association dans le secours que nous pouvons apporter à la jeunesse, surtout dans ce fléau qui mine le monde, à savoir la toxicomanie, c'est-à-dire l'usage des drogues. Le centre d'accueil de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire est le seul centre de la sous-région qui assure la prise en charge des alcooliques et depuis un certain moment accueille les toxicomanes.
En plus des toxicomanes que le centre accueille, les responsables de la Croix-Bleue ont ouvert un centre de conseil et de dépistage volontaire du VIH-Sida. Le Rotary Club, président de Yamoussoukro, vole au secours du cabinet dentaire de la garde républicaine de la ville. Le club service a dégagé la somme de 12 millions de francs CFA pour renforcer le plateau technique du cabinet dentaire, très sollicité par les populations, nous dit Kwadju Kwame. Au titre de leur plan d'action 2013-2014, les Rotariens de Yamoussoukro ont décidé que l'une de leurs actions va être en faveur du cabinet dentaire de la garde républicaine de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le sens et l'importance de cette action. Nous sommes partis sur un programme depuis cette année qui concerne la collecte de fonds, 12 millions. Aujourd'hui, pour soigner une dame malade dans le privé, c'est 20 000 francs. À la GR de Yamoussoukro, on peut venir se faire soigner pour 3 000. Et les populations de Yamoussoukro, des villages environnants, sont toutes en attente de ces soins et passent leur temps en rang serré sur les bancs d'attente pour être soignés. Servir autrui est la devise du Rotary Club, devise qui est bien illustrée chaque année par des actions humanitaires d'importance. Pour les Rotariens, chaque programmation de projet est un défi à relever. Leur réalisation nécessite toujours de gros moyens financiers. Nous allons essayer de voir les orphelinats, au moins 2 ou 3 orphelinats, que nous allons essayer d'équiper. L'autre programme qui nous tient à cœur aussi, c'est, n'est-ce pas, la lutte contre la polio. La dernière action que nous allons mener, c'est l'alphabétisation. Le gala a aussi été marqué par la passation de charges entre l'ancien et le nouveau président du Rotary Club, président. Et on reste à Yamoussoukro. Les élèves de la 2e année de l'école des forces armées de Zambakro, baptisée promotion Soro Guillaume, vont recevoir leurs épaulettes jeudi prochain. L'heure est donc aux préparatifs pour que la fête soit belle. Alvorassa est sur place pour l'événement. 7e promotion des médecins élèves officiers de l'école des forces armées de Zambakro. Effectif 26 stagiaires, féminin 7, masculin 17. Promotion Guillaume Soro, toujours de l'EFA, effectif 123, 7 étrangers, stagiaires féminins 4, dont une togolaise. Stagiaires masculins 119, 2 togolais, 2 maliens et 2 béninois. 10e promotion des élèves officiers issus du test d'aptitude au grade d'officier, effectif 13, tous des Ivoiriens. Ce sont ces 3 promotions qui effectuent leur sortie le 1er août prochain. Et les préparatifs vont bon train sous l'œil vigilant du commandant école, le colonel-major Bernard Nguesson. Nous nous sommes fin prêts, mais comme nous avons eu quelques semaines supplémentaires, nous allons mettre ça à profit pour parfaire la préparation de la fête. Le colonel-major Bernard Nguesson, qui avec l'appui du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, et du ministre de la Défense Paul Kofi Kofi, veut faire de cette école militaire internationale une école d'élite. À chaque rentrée, il y a un formateur, des formateurs français qui vient donner des cours pour essayer de replonger nos hommes dans ce qui se fait de mieux actuellement dans les pays développés. La formation des stagiaires est d'abord théorique. On sait que le coup de combat est la supplémentaire composée de l'équipe feu et de l'équipe chaud. Puis pratique avec des exercices comme le parcours du combattant, très apprécié par les formateurs, parce que permettant aux stagiaires féminins comme masculins de démontrer leur savoir-faire en tant que militaires, même officiers. À la formation militaire sportive proprement dite, il y a les sports classiques comme le basketball, le handball, le volleyball et le football, très appréciés cette fois par les stagiaires parce que véritable moment de détente. Le 1er août prochain, les stagiaires militaires de la première année de l'EFA vont être baptisés et ceux de la 2e année vont recevoir leurs épaulettes en présence de leur marraine, Madame Dominique Ouattara, et son époux, le président Alassane Ouattara, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, dont une promotion porte le nom. Rendons-nous à Dieukwé, une pompe hydraulique à fonctionnement solaire pour les populations du village de Pona-Ouenlo. Grâce à ce don de l'association des ressortissants de Marcory aux États-Unis, les populations du village ont désormais accès à l'eau potable. On en parle avec Thérèse Yoboué. Pona-Ouenlo est un village de plus de 3000 habitants situé à 30 km de Dieukwé.
Les populations de ce village ont désormais de l'eau potable grâce à l'association des ressortissants de Makori vivant aux États-Unis qui leur a offert une pompe hydraulique à fonctionnement solaire. L'ouvrage, dont les travaux ont débuté en mai dernier, a été remis aux habitants de Pona-Ouelo en présence des autorités politiques, administratives et coutumières de la région. Les chefs du village, le président de la mutuelle, ont exprimé leur gratitude à l'association des ressortissants de Makori vivant aux États-Unis pour le don. Ils ont profité de cette occasion pour présenter des doléances, notamment l'achèvement de la construction de l'école primaire de 3 classes et d'un centre de santé. Cette pompe, selon le représentant de la jeunesse, n'est pas un ouvrage privé. Elle appartient à toutes les communautés vivant à Pona-Ouelo. Quant aux donateurs, ils ont conseillé aux populations la création d'un comité de gestion pour un bon usage et l'entretien de la pompe. À Korogo, il s'est tenu un atelier de formation sur l'itinéraire technique du maïs. C'était à l'université Bon Koulibaly. La rencontre a permis de développer des aptitudes pour mieux produire et améliorer la qualité du maïs. Les conditions de vie des producteurs ont aussi été évoquées. On retrouve Kwadju Kwame. Le maïs, céréale de la famille des graminées. Le maïs est très consommé en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Pour la présidente du conseil d'administration de l'UCOVISA, structure qui encadre 12 000 femmes et 700 hommes du monde agricole, cette formation vise à organiser la filière et à améliorer les conditions de vie des producteurs. Nous voulons sortir totalement de l'informel. Le maïs, c'est le cacao du Nord. Parce que le maïs est plus consommé que même le riz chez nous. Parce que nous prenons, on fait le chapalo avec le maïs. La production annuelle de maïs de l'UCOVISA est de 8 000 tonnes. Elle dispose d'un stock de 3 000 tonnes. Si la consommation locale ne souffre d'aucune difficulté, il faut tendre vers l'approvisionnement des industries. La production la plus récente qu'on a, c'est plus de 600 000 tonnes de maïs produit. Au niveau de la production, on arrive à couvrir les besoins en termes d'alimentation, mais pour des besoins spécifiques, tels que les industries de brasserie, la Côte d'Ivoire fait des importations de maïs. 2 jours durant, et vu l'importance de la formation, les participants auront à cœur de maîtriser les enjeux et les perspectives de la culture du maïs en zone de savane. La technologie maïsicole, cas pratique sur l'amélioration des productions et les techniques de lutte contre les parasites Stiga. Autant d'arguments pour développer les aptitudes des producteurs afin de mieux produire et améliorer la qualité de la production pour un bien-être social. Un nouveau président pour l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Il a été officiellement investi hier sous le regard de Patricia Oumou-Etia. Le président de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire a été officiellement investi. Alassane Demba est le président suprême des ressortissants de cet espace communautaire. Il promet d'œuvrer à l'intégration des peuples de la CEDEAO. Nous pensons à l'ensemble des États membres de la CEDEAO et aux différentes communautés résidant en Côte d'Ivoire que nous avons la lourde tâche de représenter, indique Alassane Demba. Occasion pour rendre hommage au président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara. Il exhorte également à prôner la tolérance et assure qu'il remplira avec abnégation la mission que lui ont confiée les ressortissants de la CEDEAO. En religion, l'église Aris de Côte d'Ivoire a 100 ans de présence que les fidèles n'entendent pas passer sous silence. Une série d'activités prévues donc pour marquer l'événement et tout a démarré hier samedi au parc des sports de Trècheville en présence du président mondial de l'église, le patriarche Adjako Nangui. On en parle avec Honorine Agnigori. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Hommes, femmes, jeunes et enfants célébrer ce centenaire. Personne n'a voulu rater l'événement historique. Ce centenaire vise à contribuer au rayonnement de l'église Aris et les fidèles l'ont si bien compris. Ce centenaire pour nous est une maturité. Et c'est à travers ce centenaire que chaque Aris doit continuer l'œuvre du prophète William Aris, qu'il y ait l'unité au sein de notre église. Ce centenaire
un moment inoubliable pour l'église Ariste. C'est un moment merveilleux et Dieu fait en sorte que cette église puisse encore avancer sur le plan de l'évangélisation. Pour le président mondial de l'église Ariste, c'est un moment de reconnaissance. Ce que Dieu nous a donné de voir en cette journée témoigne de ce que Dieu lui-même, il a été l'initiateur de cette œuvre du prophète William Wadi Ariste. Et que cette œuvre qui a 100 ans aujourd'hui, 1913-2013, cette œuvre vit. Et nous pouvons continuer d'intercéder, que notre Dieu nous écoute, qu'il est à nos côtés et qu'il est prêt à nous accompagner, si nous faisons, bien entendu, sa volonté. Ce centenaire sera marqué par un culte d'action de grâce au Seigneur ce dimanche. Le centenaire de l'église Ariste a été marqué ce samedi par une procession de toutes ses composantes pour faire montre du travail abattu depuis 1913. L'église Ariste est née d'un prophète noir du nom de William Wadi Ariste, venu du Libéria en 1913 en Côte d'Ivoire. Cette église compte 2 millions de fidèles. 9 nouveaux pasteurs pour l'église évangélique. Ils viennent de recevoir leur diplôme après une formation à l'Institut biblique et théologique Vision Afrique Côte d'Ivoire de San Pedro. Au cours de la cérémonie, les nouveaux pasteurs ont été exhortés à être des modèles. Thérèse Yoboué. Marcher selon la parole de Dieu et respecter les lois de l'autorité ivoirienne. Parole de nos 9 pasteurs qui viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle. Ils ont reçu leur formation à l'Institut biblique et théologique Vision Afrique Côte d'Ivoire de San Pedro, un institut spécialisé dans la formation des pasteurs et des chrétiens pour la connaissance parfaite de la Bible. L'Institut a déjà formé plus de 500 pasteurs et chrétiens. La remise des diplômes s'est déroulée sous le parrainage du vice-président du conseil régional de San Pedro, Nguessan Sévérin. Le président international de l'Institut biblique et théologique Vision Afrique, le pasteur Thioule Silas, a exhorté à cette occasion la promotion sortante et toute l'Assemblée à être des modèles du Seigneur Jésus et de véritables acteurs de la paix en Côte d'Ivoire. L'ordination des 9 serviteurs de Dieu a été officiée par le révérend Goodwin après coup du Ghana et les diplômes certifiés par True Witness Ministry des États-Unis ainsi que la mission internationale évangélique de France. Et on continue en religion pour marquer la fin de l'année pastorale 2012-2013. L'aumônerie militaire catholique a organisé du 13 au 14 juillet dernier un pèlerinage à Issia autour du thème « Soldats, approfondis ta foi en Jésus-Christ à travers le fait de Marie ». Occasion pour les pèlerins de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais également pour renforcer leur foi chrétienne. Mamadou Kwasi. Moment de recueillement, de cheminement intérieur et d'abandon à Dieu. Le pèlerinage demeure une occasion pour tout croyant d'envisager un nouveau départ dans sa vie, afin de se rapprocher de Dieu. C'est fort de ce constat que l'aumônerie militaire catholique a organisé un pèlerinage à Issia, autour du thème « Soldats, approfondis ta foi en Jésus-Christ » à travers le fiat de Marie. Ce pèlerinage a réuni tous les diocèses de l'aumônerie militaire catholique, afin que chaque soldat puisse témoigner sa foi et son attachement à la Vierge Marie, mais aussi et surtout en Dieu. Débuté par une procession mariale vers la Vierge pèlerine, la rencontre d'Issia a été l'occasion pour les militaires de se confier à Dieu. Un acheminement qui doit les amener à prendre un nouveau départ. Officiant la messe en ce lieu saint, l'aumônier militaire catholique, l'abbé Donatien Akman, a invité les militaires à s'aimer. Selon lui, on ne saurait prétendre aimer Dieu et haïr son prochain. Le premier vice-président national de l'aumônerie militaire catholique, le chef d'escadron Dieu Pamphile Désiré, s'est félicité de la présence massive de ses frères d'âmes, sans toutefois les inviter à s'inscrire véritablement dans la dynamique de paix. C'est par une procession vers la grotte mariale qu'a pris fin le pèlerinage d'Issia, marquant du coup la clôture de l'année pastorale 2012-2013. Et toujours avec les hommes en tenue, après les militaires catholiques à Lourdes en France, ce sont les soldats protestants qui ont pris part au 62e rassemblement international des militaires protestants à Méjane en France, placé sous le thème « Traversée de crise ». Ce voyage spirituel a permis aux militaires ivoiriens de prier encore une fois pour la paix en Côte d'Ivoire. On reste avec Mamadou Kwasi.
Se ressourcer spirituellement et prier pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est la volonté qui a conduit les militaires ivoiriens sur son deuxième rassemblement international militaire protestant à Méjane, le CLAP, en France. Guidés par leur aumônier, la délégation ivoirienne constituée de gendarmes, de militaires, de policiers, des agents des eaux et forêts et des douaniers s'est évertuée à focaliser son énergie sur Dieu à travers des moments de prière et de partage. Une façon pour ces pèlerins d'implorer le Seigneur pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Ce 62e rassemblement international militaire protestant baptisé Seven 2013 avait pour thème traversée des crises. Ce rendez-vous spirituel a été marqué par un culte à la grotte de Camisard, à Rocher-Jude, où les pèlerins ont été édifiés sur le fondement de la vie chrétienne, une vie faite d'amour, de joie et de partage. Le mois de Ramadan, un mois de partage par excellence. Le port autonome d'Abidjan s'inscrit dans cette logique et vient de faire d'importants dons en vivres et non-vivres à la communauté musulmane. Ali Diarasouba. Du riz, du lait et du sucre pour soutenir les musulmans en ce mois de pénitence et de partage, le Ramadan. Les responsables du port autonome d'Abidjan viennent de sillonner toutes les communes d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays pour faire un don de ces vivres aux jeûneurs musulmans. Ce sont au total 30 tonnes de riz, 30 tonnes de sucre et plus de 12 000 boîtes de lait qui ont été partagées aux musulmans pour les accompagner dans leur rupture de jeûne. L'apothéose de ce partage a été l'étape de l'ONG Al-Mouassat, la Consolation, à la mosquée du CHU de Trècheville. L'organisation caritative a reçu pour sa part 3 tonnes et demie de sucre, 2 tonnes de riz, plus de 1400 boîtes de lait et 5 millions de francs CFA pour soutenir les nécessiteux. Nous avons décidé, en tant qu'entreprise citoyenne, d'être aux côtés des populations qui sont dans le besoin. Et en temps normal, et plus particulièrement en temps de carême, un moment particulier de spiritualité. Et l'entreprise a décidé d'être aux côtés d'une organisation caritative qui a fait ses preuves, à savoir Al-Mouassad. Ce don vient à point nommé pour l'organisation humanitaire musulmane. En effet, l'ONG Al-Mouassat a pour habitude à chaque période de Ramadan d'initier des ruptures collectives de jeûne pour les nécessiteux et un soutien moral, physique et nutritionnel aux malades et besogneux le jour de la fête du Ramadan. On ne peut que rendre grâce à Dieu qui a inspiré la direction du port pour ce don qui vraiment va beaucoup nous soulager. Ça va nous permettre de soulager beaucoup les malades. Outre à son importance dans l'économie ivoirienne, les dirigeants du port autonome d'Abidjan viennent ainsi de signaler l'autre facette de l'entreprise, la citoyenneté. De toute évidence, ce dont vient soulager de nombreux musulmans dont la rupture du jeûne était une équation difficile. Nous le disions en titre, les Maliens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour se choisir un nouveau président de la République parmi 27 candidats. Les Maliens de Côte d'Ivoire ont eux aussi été appelés aux urnes. 149 bureaux de vote sont mis à leur disposition. Et Victorine Yaoyoboué s'est rendue dans le centre du Collège moderne du Plateau. L'affluence ici au Collège moderne du Plateau. Depuis 7 h du matin ce dimanche, les Maliens viennent des différentes communes pour élire leur nouveau président. Parmi eux, l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, le général Seydou Traoré. Je suis très satisfait de voir qu'il y a une affluence massive ici, dans ce centre de vote. La même affluence est constatée un peu partout, ici à Abidjan et aussi à l'intérieur de la République de Côte d'Ivoire. Le consul de Bouaké qui est fait d'œuvre là-bas également, où tout se déroule également bien, parce que nous avons pris la température là-bas. Malgré la mobilisation, certains électeurs maliens en Côte d'Ivoire auront du mal à accomplir leur devoir civique. Mon problème, c'est ma carte, je cherche. Je n'arrive pas à retrouver mon nom. J'ai fait enrôlement au Mali, on m'a dit que ça doit venir ici parce que je suis résidé à Abidjan. Lorsque je vais arriver de partir à l'ambassade, bon, aujourd'hui on m'a dit de venir ici, voter ici, je n'arrive pas à trouver mon nom dans les listes. Je n'ai pas eu mon carte, j'ai cherché partout, je n'ai pas eu. Je suis venu encore, je n'ai pas eu. Donc je ne sais pas ce qu'il fait même. Je dois voter. Il faut dire que d'abord, nous n'avons pas pu recenser tous les Maliens présents ici en Côte d'Ivoire. Ça, nous le regrettons très sincèrement. Évidemment, nous avions ce contrainte de temps. Deuxième difficulté, évidemment, ce sont les distances. Ici, nos
populations sont éparpillées sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, jusqu'au fin fond du pays, il faut qu'on aille rejoindre les Maliens et il faut que les Maliens votent. Au total, 100 605 Maliens sont attendus dans les 149 bureaux de vote d'Abidjan et de Bouaké. L'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire a bon espoir que cette élection présidentielle se passe dans la sérénité. La présidentielle constitue en effet un tournant décisif dans la résolution de la crise malienne. Les accords de Ouagadougou prévoient 2 mois après cette élection des négociations entre le gouvernement et toutes les autres composantes du Mali pour entamer la reconstruction du pays. Près de 7 millions de Maliens donc appelés aux urnes pour désigner leur futur président de la République en ce premier tour de l'élection présidentielle. Ils ont le choix entre 27 candidats. Sur place au Mali, les choses se déroulent plutôt bien pour l'heure. C'est ce que nous a rapporté notre envoyé spécial à Bamako, Sylvie Touré, que nous aurons dans nos prochaines éditions. Les éléphants locaux se sont imposés, là nous parlons sport, 2-0 face au Nigeria hier après-midi au stade Champrou en match retour, comptant pour la qualification au prochain CHAN. Malgré cette victoire, les éléphants ne seront pas du voyage, handicapés par le score de 4-1 au match aller à Kaduna. Ils auront tout donné pour être du rendez-vous sud-africain en sortant le grand jeu face au Nigeria, vainqueur 4-1 au match aller. Mais ça n'a pas suffi. Dès l'entame du match, les Ivoiriens savent qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Ils pressent l'adversaire et en 5 minutes réussissent à prendre de court la défense nigériane. Profitant d'une mésentente, Zogula Kevin ouvre le score. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants ne lâchent pas la pression, si bien qu'ils obtiennent un penalty à la 20e minute. L'honneur revient au meilleur buteur du championnat national. Zugula Kevin ne tremble pas. À 2-0, les éléphants sentent le coup jouable. Le Nigeria est malmené. Piège de l'expérience ou impuissance, toujours est-il qu'en cette première période, les poulains du légendaire Stephen Keshi et son staff champion d'Afrique perdent leur football devant des Ivoiriens déterminés à aller jusqu'au bout. Saraka Norbert et les siens rejoignent les vestiaires sur cette avance. Plus qu'un but sans encaisser pour la qualification. Même rythme à la reprise, avec cette fois du répondant côté Nigeria. Des tentatives dans les deux camps sauvées par Agbim Chigozie, puis Badra Ali, les portiers. La seconde partie appartient aux Nigérians qui gèrent toutefois comme ils peuvent les assauts de Guamark et ses amis. Finalement, la Côte d'Ivoire frôle l'exploit et s'impose 2-0 là où il en fallait 3. Le drapeau ivoirien ne flottera pas en Afrique du Sud pour la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le jeudi 11 juillet dernier a eu lieu l'installation officielle de la commission administrative de conciliation des marchés publics. L'organe a pour rôle d'assurer la régulation du système des marchés publics. Suivons le reportage de Jean-Jacques Kwame avant de recevoir notre invité. En recevant la lettre de mission de la commission administrative de conciliation des marchés publics, en abrégé CAC, Ursuline Nanda, en sa qualité de nouvelle présidente, aura à assurer la régulation du système des marchés publics au niveau des acteurs internes à l'administration, à régler les différends nés dans les phases de passation des marchés publics et à se prononcer sur les sanctions aux infractions commises par les agents publics. La direction des marchés publics, tout en apportant son soutien à la commission, a sollicité sa contribution en vue d'une amélioration du taux de décaissement des crédits des marchés publics. Amené à confirmer les avis émis par la CAC, le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances a témoigné sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour la mise en place de la commission administrative de conciliation des marchés publics. L'émissaire du ministre en charge de l'économie a réitéré l'engagement du gouvernement à assainir la passation des marchés publics. Créée en 2010, la commission administrative de conciliation des marchés publics est composée de 3 membres désignés, son mandat 3 ans, renouvelable une fois. Bonjour Madame Da.
Bonjour, M. Pono. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Madame Da, on l'a entendu dans le reportage de Jean-Jacques Kwame, la commission a été créée en 2010. Oui. Mais pourquoi c'est en 2013 que vous sortez au grand jour? Je vous remercie. En réalité, effectivement, la commission administrative de conciliation des marchés publics existe depuis le premier code, le code des marchés publics qui date de 2005. Au niveau de ce code-là, relativement aux dispositions de l'article 121, on faisait de la commission administrative de conciliation et de la commission paritaire de conciliation un recours préalable à tout litige dans le cadre des marchés publics. Et par la suite, avec la transposition des directives de l'UEMOA, notamment la directive numéro 5 relative au contrôle et à la régulation des marchés publics, la Côte d'Ivoire, dans son corpus législatif, a créé l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et a conservé la commission administrative de conciliation qui existe déjà au niveau des dispositions de l'article 14 de ce code. Voilà. Alors, il y a déjà, vous l'avez dit, une autorité de régulation des marchés publics. Aussi, il y a la commission. Est-ce que vous n'avez pas le même rôle? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qui fait quoi? En réalité, comme je disais tantôt, vous savez, au niveau des organes en charge de la régulation des marchés publics, on a l'autorité nationale de régulation et on a la commission administrative de conciliation. Et ces deux organes sont tout à fait distincts déjà de par leur nature et aussi de par les missions et les différentes attributions qui leur sont assignées. Alors, pour répondre à votre question, qui fait quoi exactement? Alors, vous avez l'autorité nationale de régulation des marchés publics qui est en fait un organe spécial indépendant, qui est là pour mission principale de définir, si vous voulez, la politique de définir la politique et la formation en matière de marché public, le contrôle des audits indépendants et aussi la gestion des litiges. Et en matière de gestion des litiges, en ce qui concerne l'ARNP, si je peux me permettre ainsi, l'ARNP a pour rôle en fait de régler tous les contentieux entre un prestataire et un acheteur public. Et à ce titre-là, en cas d'atteinte à la réglementation des marchés publics, l'ARNP aura pour rôle de prononcer des sanctions à l'égard des personnes privées. Ce qui diffère un peu de la commission. Alors, au niveau de notre commission, la commission administrative de conciliation, elle d'abord, c'est un organe administratif consultatif et elle a pour rôle de régler tous les litiges internes en administration nés dans le cadre de passation, d'exécution, de règlement et de contrôle des marchés publics. Et deuxième différence aussi, elle prononce des sanctions à l'encontre des agents publics qui commettent en fait des atteintes plutôt à la réglementation des marchés publics. C'est un peu ça. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes là pour les agents de l'État. De l'État, agents de l'État. Donc, qui peut vous saisir pour dénoncer ou pour parler d'un problème? Voilà, justement, l'une des grandes différences encore avec l'ARNP, en fait, nous, les personnes habilitées à nous saisir, il s'agit des autorités administratives, toute autorité contractante qui est intéressée dans le marché contesté. Voilà un peu. D'accord. Alors, donnez-nous un exemple palpable pour que tout le monde puisse comprendre ce que vous faites exactement. D'accord. Alors, je dirais, par exemple, dans un domaine bien précis, on a peut-être, je prendrais par exemple le cas, par exemple, d'une université. D'accord. Prenons l'exemple d'une université qui a besoin, par exemple, d'une prestation de service et qui va, le CHU de Cocody, par exemple, je dirais plutôt, qui a besoin d'une prestation de service et qui va saisir, par exemple, une université. Et au niveau de cette université, il y a un appel d'offres restreint qui a été lancé et l'université a soumissionné, si vous voulez. Et il se trouve que par la suite, on se rend compte qu'il y a certains blocages dans l'exécution de ce marché et tout simplement parce qu'il y a il y a un agent indélicat qui a commis une forfaiture. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, au niveau de la qualité des personnes, on a d'abord le CHU de Cocody, qui est une personne publique. On a aussi l'université qui est une personne publique. Et quand on parle d'un agent, entre ces deux personnes, il y a aussi un agent public. Alors, si en cas de plainte ou de dénonciation, alors il appartient à la personne de saisir, si vous voulez, pas l'ARNP, mais plutôt la commission administrative de conciliation des marchés publics pour nous dire, ah, dans ce marché-là, on a un petit souci, il y a une plainte, parce qu'on se rend compte qu'il y a un agent indélicat qui a commis des indélicatesses, des atteintes à la réglementation, qui ont pour rôle peut-être de bloquer, si vous voulez, l'exécution de ce projet. Voilà. D'accord. Et quelles sont les sanctions que la commission peut prendre? Alors, la commission administrative de conciliation, si vous voulez, rend ce qu'on appelle des avis de règlement.
des avis de règlement parce qu'elle est chargée d'abord de statuer en équité et en droit. En équité, c'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises au niveau de la commission sont des décisions qui sont prises par consensus, si vous voulez. Et donc, quand elle rend un avis de règlement, ces avis de règlement sont sanctionnés par un avis d'homologation auprès de notre ministère de tutelle. Et c'est cette décision d'homologation-là qui peut être contestée par la suite par la partie la plus diligente auprès des juridictions étatiques. Voilà un peu. Donc là, on parlait des sanctions que vous pouvez arrêter. Est-ce que vous avez des moyens concrets de pression pour les agents indélicats Bon, comme je disais, vous savez, la CAC, en fait, est opérationnelle seulement il y a à peine 2 mois. Et pour le moment, nous ne disposons pas véritablement de moyens. Nous nous en tenons à ce que nous avons dans nos tests, les tests réglementaires qui la régissent. Et c'est avec le temps qu'on saura exactement quels sont les moyens qu'on peut utiliser. Parce que nous avons simplement les moyens, disons, les moyens réglementaires, nous avons des dispositifs, mais il nous appartient peut-être, si vous voulez, nous allons nous imprégner un peu de l'expérience de l'autorité nationale de régulation pour savoir un peu dans ce domaine-là qu'est-ce qu'on peut faire exactement. Parce que, comme je le disais, nous sommes juste opérationnels il y a à peine 2 mois et il n'y a pas de cas d'école en ce qui concerne la CAC. C'est par la suite que nous verrons exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport au fonctionnement effectif de cette commission. D'accord. Voilà. Donc, avec ce que vous dites, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème aujourd'hui, les fautifs ne seront pas sanctionnés? Mais non, pas du tout, je ne dirais pas ça. S'il y a un problème, effectivement, la CAC pourra s'imprégner du dossier, rendre un avis de règlement et ça sera peut-être en fonction de ce qui sera fait sur le terrain que vous verrez que bon, la CAC est dorénavant opérationnelle et que nous sommes un peu cet agent-là qui aura pour objectif, si vous voulez, de réguler un peu le jeu des acteurs au niveau de l'administration, dans le système des marchés publics. D'accord. Alors, quand, en cas de litige, quand on vous saisit, combien de temps ça peut prendre pour que tout soit réglé? Alors, au niveau du requérant, si vous voulez, il dispose d'un délai de 5 jours à compter de la publication et de la notification de la décision. Et régulièrement saisie, la commission administrative de conciliation dispose d'un délai de 7 jours pour rendre un avis de règlement. Donc ça fait combien de jours au total? Bon, en fonction de la recevabilité de la requête, je dirais, nous concernant, nous avons 7 jours pour rendre notre avis de règlement. Et cet avis, bien évidemment, doit faire l'objet d'une homologation auprès du ministère en charge des marchés publics qui dispose aussi d'un délai de 7 jours. D'accord. Voilà. Alors, Madame Da, merci. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Mais comme vous avez dit, vous venez d'arriver. Oui. Alors, faites-vous connaître, voilà, justement. Merci. Alors, je dirais que l'autorité nationale de régulation est un organe administratif consultatif qui est prévu dans les dispositions de l'article 14 du Code des marchés publics, qui a pour principale attribution de régler tous les litiges et les différends internes à l'administration dans le cadre des procédures des marchés publics. Et elle a pour rôle aussi de prononcer des sanctions à l'encontre des agents publics en cas d'atteinte à la réglementation des marchés publics. La commission administrative de conciliation, comme je le disais, a pour rôle essentiel de concilier et elle intervient surtout dans le jeu des acteurs, de s'assurer de ce que le jeu des acteurs se fait dans le bon équilibre et qu'il n'y a pas de blocage ou des attitudes vis-à-vis de l'exécution d'un projet. D'accord. Voilà. Alors, Madame Da, merci encore d'être passée sur notre plateau. Je ne vous laisse pas partir. Nous allons aller au Mali où nous attend notre envoyé spécial Sylvie Touré. Comme nous le disions tout à l'heure, plus de 6 millions de Maliens sont aux urnes pour se choisir un président de la République. Et avec Sylvie Touré, nous allons parler de la mobilisation des Maliens ce matin. Bonjour Sylvie. Bonjour Landry. Effectivement, ce dimanche à Bamako, c'est jour de vote. Les bureaux de vote ont commencé à s'ouvrir depuis 8 heures ce matin. On note une affluence assez acceptable de population. En tout cas, c'est le constat fait dans le centre où nous nous trouvons en ce moment, le groupe scolaire de Sébenikoro, où les files d'attente sont encore longues.
Nous avons également constaté que des électeurs continuent de chercher leur lieu de vote. C'est des mentions qui n'ont pas pu être inscrites sur la carte d'électeur, le lieu de vote et le bureau de vote. Et pour pallier cet état de fait, les autorités avaient mis en place un système informatique, des applications qui permettaient à l'électeur de retrouver son lieu de vote et son bureau de vote via SMS. Nous avons simplement constaté ce matin que la technique répond aux abonnés absents. Certainement que toutes ces imperfections vont se corriger au fil de la journée pour permettre à un grand nombre d'électeurs de pouvoir prendre part à ces élections, dont l'un des enjeux majeurs est le taux de participation. Alors Sylvie, des électeurs qui cherchent leur bureau de vote, mais le président par intérim, lui, il a pu voter et vous l'avez suivi. Effectivement, Landry, le président de la transition, Dion Kounda Traoré, a voté ce matin dès 9h15. Il s'est dit satisfait des conditions d'organisation de ce scrutin. Il a surtout appelé les candidats, les 27 candidats en liste, à faire preuve d'esprit démocratique, surtout à accepter le verdict des urnes. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Comme vous l'avez vu, je viens de voter. En simple citoyen, j'ai voté pour le candidat qui m'a convaincu pendant la campagne. Évidemment, je ne vous dirai pas lequel. J'espère que les choses vont continuer avec autant d'enthousiasme pendant toute la journée. Et je suis heureux de dire qu'à Kidal, ils ont commencé à voter avant nous. Et que tout va très bien. Oui, l'appel que je lance au candidat, c'est qu'il soit véritablement démocrate jusqu'au bout. Vous savez, en démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand on vote, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Et quand on perd, il faut l'accepter. Et ce que je demande au candidat, c'est d'être démocrate, d'accepter les résultats issus des urnes. Alors, merci Sylvie. La suite de l'élection présidentielle au Mali, ça sera dans nos prochaines éditions. Et c'est ici que l'on se sépare pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci encore de rester fidèles au programme de RTI.